Il ressemblait à un concierge, jusqu'à ce qu'il sorte sa médaille d'honneur. Toute la salle d'audience sous le choc, dès qu'il franchit la double porte, un silence soudain s'abattit sur la salle d'audience, tel un brouillard épais et immédiat, engloutissant les murmures et les bavardages oiseux qui emplissèrent la pièce quelques secondes auparavant. Les têtes se tournèrent, certaines par curiosité, d'autres par agacement évident, s'attendant à voir arriver un concierge en retard, ou peut-être un agent d'entretien déplacé. Ses bottes heurtèrent le sol de marbre, avec un poids lent et régulier, le genre de celles qui ne se pressaient pour personne. C'étaient de vieilles bottes, éraflées et couvertes de crasse par un usage intensif, et les semelles juste assez aplaties pour laisser transparaître les années d'usure. Son pantalon kaki était délavé aux genoux, froncé d'une manière qui suggérait le travail, non les loisirs. La veste en toile marron qu'il portait pendait amplement sur sa silhouette, le col légèrement retroussé, une épaule marquée d'une légère tache d'huile, comme celle d'un moteur ou d'une machine abandonnée depuis longtemps. L'huissier, posté à gauche de la porte, un presse-papiers à la main, leva à peine les yeux au début. Lorsqu'il le fit, ses sourcils se froncèrent brièvement, confus. Il ouvrit la bouche, levant une main comme pour indiquer à l'homme un couloir latéral, où le personnel d'entretien disparaissait souvent dans les locaux techniques. Mais avant même qu'il ne puisse prononcer ces mots, le vieil homme se redressa. Il ne se contenta pas de se tenir droit, il se redressa, comme s'il perdait des années à chaque respiration. La fatigue de ses membres s'estompa à cet instant, remplacée par une sérénité tranquille et droite qui se passait d'annonce. Il avança d'un pas ferme, la tête haute, les yeux fixés au loin, ne regardant personne, mais voyant tout. Il y avait quelque chose dans son maintien qui déstabilisait même ceux qui se croyaient à l'abri des surprises. Une puissance tranquille bourdonnait sous chacun de ses pas, contenue mais indéniable. Il n'avait pas sa place dans l'ombre, en coulisses, ni caché derrière une serpillière et un seau. Sa place était ici, sous les projecteurs de la vérité, que la salle le reconnaisse ou non. Des murmures revinrent par vagues hésitantes. Qui était-il? Un assistant juridique remplaçant? Un témoin hors tour? Quelqu'un se pencha pour murmurer qu'il était peut-être simplement perdu. D'autres échangèrent des regards sceptiques. Sa seule présence, si décalée par rapport aux costumes sur mesure et aux chaussures cirées qui peuplaient la salle d'audience, suscitait un malaise. Pourtant, personne ne fit un geste pour l'arrêter, tandis qu'il traversait la salle, virant à gauche d'un air décidé et se plaçant à côté de la table de la défense comme s'il avait le droit d'être là. Aucune plaque nominative ne l'attendait. Aucun assistant ne l'accueillit. Il posa simplement une serviette en cuir patiné, usée au coin, ses boucles en laiton ternies par le temps, et joignit les mains devant lui. De l'autre côté de la salle d'audience, sous une lumière tamisée et jaunâtre, l'accusé était assis comme une pierre sous la pression. Darius Kelton, 17 ans, fils cadet d'un pasteur réputé du district sud, paraissait terriblement petit sur la chaise de l'accusé. Il portait un blazer bleu marine, plusieurs tailles, trop grand, visiblement emprunté, peut-être de dernière minute. Le nœud de sa cravate était irrégulier, son col raide. Son visage était long et tiré, ses yeux cernés par l'épuisement, témoignant de nuits blanches et de la lente érosion de l'espoir. Ses doigts tremblaient en agrippant les accoudoirs du fauteuil, non par peur du châtiment, mais par une blessure plus profonde. Quelque chose qui s'apparentait plus à une trahison. Jetant un regard nerveux vers le jury, il chercha quelque chose, n'importe quoi, qui ressemblait à de l'empathie. Mais le box des jurés, bordé de 12 citoyens plus ou moins indifférents, offrait peu de choses. Certains consultaient silencieusement leur téléphone sous le bord de la table. D'autres feignaient l'attention avec des expressions vides. S'ils voyaient le garçon comme un être humain, cette humanité était enfouie sous des couches de préjugés médiatiques et de lassitude institutionnelle. La version médiatique de Darius Kelton racontait une autre histoire. Un adolescent instable, en colère contre le monde, peut-être orphelin de père, peut-être dangereux. Les présentateurs le décrivaient avec un langage codé,
qui portait le poids de l'accusation sans la charge de la preuve. Manifestants, agitateurs, fauteurs de troubles. Ils ont montré la vidéo où on le voit courir à travers la foule, poings serrés, les yeux écarquillés. Ils n'ont pas montré l'histoire complète, les minutes précédentes, lorsqu'il s'est agenouillé près d'une femme âgée effondrée sur le trottoir, la soulevant hors de danger et protégeant son corps de la première bombe lacrymogène. Ce passage avait été coupé, réécrit, effacé. Dehors, la place du tribunal vibrait de chaleur et de bruit. Les manifestants bordèrent les trottoirs, se pressant contre les barricades métalliques, leurs voix s'élevant dans un chœur d'indignation. Des pancartes flottaient au-dessus de la foule. Justice pour Darius. Fin de la corruption policière. On vous voit. Des policiers en tenue anti-émeute formaient un périmètre tendu, immobile, illisible. Les quarts de reportage tournoyaient comme des vautours. Les réseaux sociaux bourdonnaient de hashtags et de spéculations. Chaque tweet décortiqué par les experts matinaux, chaque faux pas amplifié. À l'intérieur, en revanche, il faisait froid. La climatisation de la salle d'audience ronronnait faiblement, étouffant les cris lointains comme une paroi de verre entre deux mondes, l'un réclamant justice, l'autre l'étouffant silencieusement. Le procureur Nolan Graves était assis comme un homme qui avait déjà gagné. Son costume anthracite sur mesure, sa chemise blanche impeccable et sa cravate rouge foncée lui donnaient l'apparence d'une personne trop importante pour être remise en question. Ses cheveux argentés, soigneusement séparés, brillaient sous la lumière. Chacun de ses mouvements maîtrisés, répétés. L'air suffisant de grave ne vacillait pas tandis qu'il parcourait les dossiers impeccables empilés devant lui. Chaque page avait été triée sur le volet, chaque témoin sélectionné pour corroborer le même récit. Darius Skelton avait agressé un policier lors d'une manifestation illégale, résisté à son arrestation et mis en danger des civils. Affaire classée. Derrière Graves se trouvait un groupe de hauts fonctionnaires municipaux, des hommes en costumes élégants et au pouvoir discret. Le maire, 2 conseillers municipaux et un ancien commissaire adjoint. Leur présence n'était pas seulement une mise en scène politique, c'était une assurance. Graves avait été choisi pour faire disparaître cette affaire et Darius était le fil sacrificiel qu'ils étaient tous prêts à couper. Le problème profond n'était pas ce que Darius avait fait, mais ce qu'il symbolisait. Un jeune du mauvais quartier se levant, refusant de s'incliner, refusant de se taire. Ce genre de courage rendait les mauvaises personnes nerveuses. Plus troublante encore était l'absence de Lionel Carr. Le témoin principal. Ancien combattant à la retraite et ancien de la communauté, Carr avait tout vu et avait déclaré aux journalistes qu'il témoignerait que Darius avait non seulement agi pacifiquement, mais qu'il avait aussi tenté de désamorcer le chaos. Carr avait soumis une déclaration sous serment 2 semaines auparavant, détaillant les événements de son point de vue, puis, sans prévenir, il avait disparu. Personne ne répondait à son téléphone. Son domicile avait été retrouvé fermé à clé, des journaux entassés devant la porte. Sa disparition fut discrètement ignorée par les autorités et passée sous silence par la plupart des chaînes de télévision. Interrogé, Graves répondit simplement que Carr avait été indisponible et n'était plus au cœur de l'affaire. Les portes du tribunal étaient sur le point de se fermer lorsque l'homme à la table de la défense prit enfin la parole. Sa voix était basse, posée, une ondulation calme dans le silence tendu. Il annonça qu'il représenterait le garçon aujourd'hui. Les têtes se tournèrent à nouveau, cette fois plus perçantes, plus alertes. La plume d'un journaliste se figea en plein trait. Le juge, un homme d'un certain âge, au teint rougeau et au tic nerveux à l'œil gauche, plissa les yeux par-dessus ses lunettes. Il demanda le nom de l'homme d'un ton à moitié soupçonneux. L'homme répondit simplement « Samuel Briggs, ancien avocat du JAG. J'ai déposé la requête ce matin. » Un silence retomba, plus profond qu'auparavant. Les mots persistèrent comme de la fumée. Un ancien JAG? Un juriste militaire entrant dans un tribunal local sans prévenir, sans y être invité. Des murmures parcoururent la galerie. Quelqu'un au fond de la salle haleta bruyamment.
Briggs ouvrit sa serviette avec une précision silencieuse et y déposa un dossier. Ses doigts, calleux et posés, gesticulaient comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant, mais pas de mémoire récente. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme qui ressemblait à un concierge parle avec une telle autorité, ou se comporte avec la dignité tranquille de quelqu'un qui a affronté des choses bien plus terrifiantes que la politique judiciaire. Quoi qu'il advienne, il était clair que Samuel Briggs n'était pas venu ici pour perdre. Et malgré les sourires narquois, malgré les chaînes invisibles qui entourèrent ce procès, quelque chose au fond de l'atmosphère changea. Non pas en faveur du pouvoir, mais en faveur de la vérité, importune, gênante, et désormais plus seule. 2 semaines plus tôt, Lionel Carr avait fait rouler son fauteuil roulant usé par les intempéries sur le carrelage délavé par le soleil du palais de justice du centre-ville, les roues en caoutchouc claquant faiblement sur les joints du sol. Ses mains tremblaient légèrement, plus à cause de l'âge que de la peur, même si le poids de ce qu'il transportait s'alourdissait à chaque rotation des roues. Ancien marine, aujourd'hui retraité usé par le temps, et dont le corps ne répondait plus à la volonté d'un soldat, car n'était pas venu ici pour le réconfort. Il était venu pour la vérité. Calée sous sa couverture se trouvait une petite clé USB noire, sans étiquette, sans inscription. Juste une clé qui, il le savait, pouvait tout changer. Carr avait attendu 2 heures au bureau du greffier, tranquillement, avec la patience de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à ne pas s'attendre à ce que quoi que ce soit arrive rapidement ou facilement. Quand son tour fut enfin venu, il serra la clé USB comme une relique. Il expliqua, d'une voix rauque, à cause des années de fumée et de silence, que les images qu'elle contenait montraient la vérité sur ce qui s'était passé pendant la manifestation. On y voyait Darius protégeant un petit enfant d'à peine 5 ou 6 ans du chaos qui régnait autour d'eux. On y voyait l'officier lever sa matraque et frapper Darius par derrière, sans provocation. On y voyait le moment où tout basculait dans la confusion, quand la panique remplaçait le calme, quand la force remplaçait la retenue. Le greffier l'avait accueilli avec indifférence, avait hoché la tête pour la forme et promis que la photo serait versée au dossier. Carr était sorti lentement, sans se retourner. Il ne s'attendait pas à des remerciements. Il s'attendait à ce que justice suive son cours. Mais le soir même, le téléphone de Carr avait cessé de sonner. Les messages restaient sans réponse. Les voisins qui le voyèrent souvent sur le porche affirmaient que sa maison était restée plongée dans l'obscurité. Son fauteuil roulant, habituellement garé au coin de la fenêtre du salon, n'était plus visible. 3 jours plus tard, un contrôle des services sociaux révélait que la maison était fermée à clé, la boîte aux lettres remplie d'enveloppes non ouvertes. Aucun signe de lutte, aucune adresse de réexpédition. Lionel Carr avait disparu sans explication. La clé USB qu'il avait présentée n'a jamais été enregistrée dans la liste officielle des preuves. Lorsque l'équipe de défense, alors dirigée par un jeune avocat commis d'office surmené, l'a demandé lors de la communication des pièces, on lui a répondu qu'aucun élément de ce type n'avait été reçu. La documentation interne ne contenait que des images de caméras corporelles, granuleuses, montées, cadrées de manière opportune. Les moments cruciaux manquaient, ceux qui prouvaient que Darius n'était pas l'agresseur, ceux qui révélaient la force imprudente de l'agent. L'innocence du garçon avait été délibérément effacée. Les semaines passèrent. Darius resta en détention et l'affaire se refroidit sous le feu des manipulations médiatiques. Ce n'est que lorsque Samuel Briggs reçut un message brouillé via le réseau crypté d'un vétéran que les choses commencèrent à changer. Le message arriva sans contexte, juste quelques mots. Ils l'ont enterré. Le garçon est innocent. Vous devez revenir. Un extrait de 30 secondes de la séquence originale que Carr avait soumise était joint. Suffisamment pour voir Darius tirer l'enfant derrière un pilier en béton. Suffisamment pour voir le coup de matraque. Suffisamment pour comprendre que ce n'était pas une coïncidence. Briggs avait fixé l'écran pendant des heures. Il n'avait pas mis les pieds dans une salle d'audience depuis 10 ans. Pas depuis Kandahar.
pas depuis qu'il avait témoigné contre son supérieur dans un tribunal secret censé rester enfoui. Il avait été qualifié de déloyal, ostracisé par ses frères d'armes, chassé de la seule vie qu'il ait connue. La nouvelle s'était répandue rapidement dans les rangs. Après cela, il était devenu un fantôme. Il nettoyait les sols, réparait les chaudières, réparait les vitres brisées dans les palais de justice où il avait plaidé. Mais même les fantômes avaient des limites. Voir ce garçon se faire gronder pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, telle était la limite. Le palais de justice sentait la même chose, un mélange de vieux papier, de cirage pour marbre et d'air recyclé. Briggs le traversait comme un homme qui rentre chez lui et pénètre en territoire ennemi. Lorsqu'il entra dans cette salle d'audience, il sentit le poids de 10 ans s'effondrer en un seul souffle. Le juge leva les yeux avec suspicion, hésitant entre le faire expulser ou l'ignorer. Puis Briggs retira son manteau. En dessous se trouvait un blazer repassé, quoique modeste, délavé mais intact. Sur son revers brillait une minuscule étoile reconnaissable entre 1000, la médaille d'honneur. La salle respirait à l'unisson. Il le déposa délicatement sur la table de la défense, à côté d'un dossier. Ce n'était pas un geste de vanité, c'était une preuve. La preuve qu'il avait versé son sang pour la justice, qu'il s'était battu pour quelque chose de plus grand que lui-même et qu'il n'était pas venu pour jouer au juge. Il croisa le regard du juge Harold Lansing, un homme dont l'image publique respirait l'honneur, mais dont le bilan de campagne révélait autre chose. D'importants dons du syndicat de police, de lobbyistes pétroliers et d'entreprises de sécurité privée. Briggs ne broncha pas en s'adressant au tribunal. Il savait comment cela fonctionnait. Il savait qu'on essaierait de le réduire au silence. Pourtant, sa voix perça l'atmosphère pesante, imperturbable. Il déclara clairement qu'il représenterait Darius Kelton. Sa requête avait été déposée le matin même, en vertu de sa licence renouvelée, rétablie discrètement après des années de limbe bureaucratique. Il n'y avait aucune place pour le doute dans son ton. Que de la conviction. Le jury s'agita. Les spectateurs se penchèrent en avant. Même les journalistes baissèrent leurs caméras, hésitant entre enregistrer ou simplement observer. Darius, assis tranquillement dans son blazer trop grand, tourna lentement la tête vers Briggs, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Mais quelque chose dans la posture de ses épaules, la fermeté de son regard, lui permit de respirer plus facilement pour la première fois depuis des semaines. Devant le palais de justice, le soleil disparaissait derrière les nuages, plongeant le bâtiment dans un gris tamisé. De l'autre côté de la rue, les manifestants continuèrent de scander des slogans, leurs voix portées par le vent, faibles à travers la vitre mais persistantes. Ils ignoraient ce qui avait changé à l'intérieur, mais quelque chose avait changé. Dans la salle d'audience, l'espoir ne rugissait pas. Il murmurait. Mais tout le monde n'accueillit pas ce murmure avec enthousiasme. Plus tard, dans la soirée, alors que les rues se vidaient et que les lumières du palais de justice s'éteignaient, une berline noire s'arrêta doucement devant le motel délabré où Briggs séjournait. Le parking était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement d'une enseigne lumineuse clignotante et des aboiements occasionnels d'un chien enchaîné de l'autre côté de la ruelle. Dans la voiture, 2 hommes étaient assis en silence, leurs silhouettes à peine visibles derrière des vitres teintées. Tous 2 portaient des costumes sombres, discrets, mais suffisamment ajustés pour suggérer une autorité. Un contrat gouvernemental. Ou pire, un contrat privé. L'homme assis sur le siège passager tenait un téléphone jetable contre son oreille. Sa voix était basse, saccadée. Il fit un rapport. Briggs était intervenu sur l'affaire à l'improviste. Il était déjà en possession d'images partielles. Il avait mentionné Lionel Carr dans son dossier. Il avait fait allusion à une suppression de preuves. La voix à l'autre bout du fil répondit calmement, sans hésitation. Il fouille trop loin. S'il présente les images, on tombe tous. Il y eut un silence de ceux qui suggéraient que les décisions étaient pesées en temps réel, derrière des strates de pouvoir bien loin de ce coin de rue miteux. Puis vint la réponse. « Gérez-vous. »
l'appel s'interrompit. Aucun des deux hommes ne bougea immédiatement. La voiture resta au ralenti, à l'ombre de l'enseigne clignotante du motel. À l'intérieur, dans la salle 12, Briggs était assis à un bureau ébréché, un dossier imprimé étalé devant lui. La clé USB, une copie de la séquence originale, reposait dans une pochette doublée de mousse au fond de sa mallette. Il n'avait pas allumé la télévision. Il n'avait pas besoin d'entendre les nouvelles déformer le récit. Il connaissait déjà les enjeux. Il avait l'air fatigué. Pas de la façon dont le sommeil pouvait le guérir, mais dans le sens plus profond que lui donnait le fait d'avoir porté des années de vérité que personne ne voulait entendre. Pourtant, son regard restait vif, concentré. Un bloc-notes était ouvert à côté de lui, rempli de notes griffonnées, de références à des précédents et d'un schéma du plan de la manifestation dessiné de mémoire. Chaque ligne était une arme, chaque nom un indice. Il se préparait à la guerre, non pas sur le champ de bataille qu'il avait connu autrefois, mais dans une salle d'audience conçue pour déchiqueter des hommes comme lui et les recracher dans l'oubli. Dehors, les phares de la berline s'éteignirent. Les deux hommes sortirent dans la nuit, leurs pas lents et synchronisés. Aucun des deux ne portait d'armes bien en vue, mais leur intention planait dans l'air comme l'électricité statique avant la tempête. Ils ne frappèrent pas à la porte de la chambre 12. Pas encore. Ils voulèrent d'abord en être sûrs. L'un d'eux fit le tour du motel. L'autre s'approcha de la fenêtre, brandissant un petit appareil pas plus gros qu'un briquet. Un scanner à lentilles, de qualité militaire. Un cadeau du même monde que Briggs avait autrefois quitté. Ils ne savèrent pas s'il bluffait, si les images qu'il prétendait détenir étaient réelles ou juste de la poudre aux yeux. Mais il ne prenait aucun risque. À l'intérieur, Briggs referma le dossier et se laissa aller en arrière. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Pas de la peur. Quelque chose de plus ancien. Un souvenir du désert, des ombres qui se déplaçaient juste avant l'explosion. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Il tira les stores à moitié. Dehors, le parking semblait vide, mais il avait trop vu dans la vie pour croire aux espaces vides. Il retourna au bureau, ramassa la médaille qu'il avait posée plus tôt et la retourna dans sa main. Elle était froide, plus lourde qu'il n'y paraissait, non pas à cause du métal, mais à cause de tout ce qu'elle représentait. Sacrifice, trahison, justice différée. Il la remit dans l'étui et le verrouilla. Demain, le tribunal se réunirait à nouveau. Demain, il remettrait les images. Ce soir, la guerre avait déjà commencé. Certainement. Voici la troisième partie de votre récit, étendue à exactement 7000 caractères, écrite dans une narration immersive à la troisième personne, avec une progression fluide et un réalisme cinématographique. Le soleil matinal projetait une faible lueur à travers les fenêtres crasseuses du palais de justice, lumière réfractée par des années de poussière et de négligence bureaucratique. Samuel Briggs franchit l'entrée principale, un petit dossier sous le bras. Ses pas étaient posés, sans hâte, comme s'il savait exactement combien de temps il restait sur une horloge que lui seul pouvait entendre. Le tremblement de ses doigts était revenu, fantôme des guerres passées et des trahisons récentes. Mais il se calma d'un souffle calme en atteignant les portes du tribunal. Il savait que ce qu'il transportait pourrait dévoiler tout ce qui avait été si soigneusement caché, non seulement pour Darius Skelton, mais pour une demi-douzaine d'autres personnes balayées sous le même tapis judiciaire. À l'intérieur, le juge Harold Lansing était assis, un marteau serré trop fort dans une main, les yeux plissés sous un front froncé. Briggs s'approcha du tribunal, le regard fixe, et tendit une enveloppe scellée, usée au coin par le fait d'avoir été manipulée comme un objet sacré. À l'intérieur se trouvait une déclaration sous serment notarié signée 2 semaines plus tôt par Lionel Carr, sa signature irrégulière mais indubitable. À côté, Briggs offrit la deuxième clé USB, soigneusement enveloppée dans de la gaze médicale et cachée dans le talon d'une chaussure orthopédique d'infirmière, avant de la lui remettre dans les mains ce matin-là. Le juge examina les objets comme s'ils allaient exploser au contact. Ses lèvres se pincèrent en une ligne désapprobatrice. Briggs anticipa une résistance.
La salle d'audience fonctionnait selon la procédure, et la vérité était rarement la bienvenue lorsqu'elle frappait trop fort. Le juge Lansing parla avec prudence, rappelant à la salle que les preuves surprises sapaient le protocole juridique. Son ton était tranchant, celui d'un homme qui savait que si une pierre se déplaçait, une montagne entière pourrait s'effondrer. Briggs n'éleva pas la voix et ne demanda pas la clémence. Il exprima ce qui devait être dit dans le langage des soldats et des hommes qui avaient revu trop de tombes creusées en silence. La justice se fichait de la facilité. Elle prenait ce qu'elle pouvait quand elle était en train de se noyer. La salle d'audience était suspendue à ces paroles, comme si chacune menaçait de faire pencher la balance. Lorsque la vidéo fut diffusée, l'atmosphère devint pesante. Floue, mais nette, la vidéo montrait Darius protégeant un enfant derrière une poubelle, tandis que le chaos régnait autour d'eux. Ses mains étaient ouvertes, paumes exposées, pas d'armes, pas d'agression. Puis, sans prévenir, un policier surgit, sa matraque à la main. Darius s'effondra sur le trottoir, saignant de la tempe. Quelques secondes plus tard, des bonbonnes de gaz sifflèrent dans la foule. Les uniformes s'abattèrent comme un raz-de-marée. Un silence de stupeur recouvrit la galerie tandis que l'écran vacillait. Une femme du jury serrait plus fort ses perles. L'un des jurés les plus jeunes se pencha en avant, la bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il essayait de traiter le contraste saisissant entre le récit de la salle d'audience et ce que ses yeux venèrent d'absorber. Avant que la réaction ne se calme, le procureur Nolan Graves se leva et haussa le ton avec un calme exagéré. Il évoqua la violation de la chaîne de possession. Il se demanda si la vidéo avait été modifiée. Pas d'horodatage précis, pas d'authentification de signature. L'existence même de la vidéo, arguait-il, pouvait être interprétée comme une falsification. Les jurés tressaillirent, l'incertitude les envahissant comme de la fumée, s'échappant d'une pièce après que l'incendie ait été éteint. Le juge Lansing ne répondit pas immédiatement. Il fixait la clé USB et, bien que ses lèvres soient immobiles, ses doigts tapotaient nerveusement sur le banc. Mais la décision ne fut jamais rendue. Avant qu'une décision ne soit rendue, les portes du tribunal s'ouvrirent dans un sifflement hydraulique et le marshal fédéral Terence Wells entra, vêtu d'un manteau sombre, un portefeuille en cuir sous le bras et un badge argenté accroché à la poche avant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Sa voix était basse, mesurée, et portait le poids de l'autorité fédérale. Il informa les juges qu'un audit officiel avait été autorisé par le ministère de la Justice. Des signes montraient que des preuves avaient été falsifiées dans plusieurs affaires, et pas seulement celle-ci. Le ministère de la Justice avait suivi le procès de Darius dès que plusieurs déclarations sous serment avaient soulevé des questions de suppression de témoins et de partialité administrative. L'atmosphère s'était détériorée. Le marteau du juge avait frappé le billot, ordonnant une suspension d'audience. Le jury avait été excusé au milieu de murmures et d'échanges de regards. Les journalistes se sont précipités pour lire les mises à jour par SMS. L'équipe de défense s'était regroupée au fond. Briggs restait simplement planté là, les bras le long du corps, attendant comme un homme qui vient de donner un coup de pied dans un nid de frelons et qui sait qu'il va se faire piquer. Alors que la salle d'audience se vidait, le juge Lansing se pencha vers le greffier, la voix tendue et caverneuse. Il murmura qu'ils allaient tous être enterrés pour cela. Leurs anciennes relations politiques ne les protégeraient pas d'une enquête fédérale. Pas cette fois. Il avait ignoré trop de signes. Le financement du syndicat de police, les verres informels avec des lobbyistes du pétrole qui ne demandèrent jamais rien directement, mais semblaient toujours s'attendre à un verdict particulier. Les conséquences s'abattaient comme des nuages d'orage. Plus tard dans l'après-midi, les appels commencèrent. Dans un immeuble de grande hauteur, loin du palais de justice, le sénateur Roland Gates arpentait un bureau moquetté, aux parois vitrées et offrant une vue sur le Capitole. Il avait siégé à la commission judiciaire pendant plus de 10 ans et savait comment étouffer un scandale avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Il l'avait fait pour des banquiers, des dirigeants du secteur pétrolier, des juges, et maintenant, peut-être, pour un procureur devenu un boulet.
Mais le nom qui l'inquiétait n'était pas celui de Nolan Graves, c'était celui de Samuel Briggs. Il se souvenait du rapport enterré après l'Afghanistan, celui qui avait failli leur coûter une douzaine de contrats et la moitié de la cote de popularité du Sénat. Briggs avait révélé des crimes de guerre. Il avait refusé de signer le silence. En échange, il avait été discrètement renvoyé et jeté dans un système qui faisait disparaître les lanceurs d'alerte sans qu'il soit nécessaire de les nommer. Et voilà que, d'une manière ou d'une autre, cet homme était de retour. Et il ne défendait pas seulement un garçon, il défendait une histoire que quelqu'un avait travaillé d'arrache-pied pour effacer. Gates avait donné l'ordre comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Assurez-vous que Briggs ne témoigne pas demain. Faites fuiter quelque chose. Discréditez-le. Et si ça ne marche pas, assurez-vous qu'il ne revienne jamais au tribunal. Ce soir-là, alors que les rues s'assombrissaient et que le palais de justice verrouillait ses lourdes portes en bois, une berline noire garait son moteur au ralenti devant le motel de Briggs. 2 hommes en costume sombre étaient assis à l'intérieur, l'un tapant rapidement sur un ordinateur portable, l'autre observant les fenêtres du 2e étage à travers des vitres teintées. Ils ne parlèrent pas beaucoup, juste des regards échangés. Le message était clair. Reporter l'audience si nécessaire. Supprimer la chaîne de preuves. Brûler les images s'il le faut. Mais surtout, assurez-vous que ce concierge décoré ne s'approche plus jamais d'un témoin à la barre. À l'étage, Briggs était assis seul à une petite table, une tasse de café tiède et une pile de pages imprimées. Il avait depuis longtemps accepté d'être traqué. Les 10 heures de vérité l'étaient toujours. Mais cette fois, il ne se contentait pas d'affronter des ennemis étrangers ou la corruption institutionnelle. Il défendait un jeune homme. Un homme qui croyait encore que le courage était plus fort que la politique. Il ne dormit pas cette nuit-là, non pas par peur, mais parce qu'il écrivait quelque chose qui aurait de l'importance s'il n'entrait pas dans cette salle d'audience le lendemain. Une déposition sous serment, une déclaration sous serment de soutien, une lettre à Darius, soigneusement pliée dans la poche de sa veste, juste au cas où le matin viendrait avec plus que des caméras et des contre-interrogatoires. Et pourtant, dehors, dans l'obscurité, la berline attendait. Ils essayèrent. À 3h12, la porte de la chambre 204 du Midtown Motel vola en éclats, des bottes brisant le verre et le parquet stratifié bon marché sous des pas précipités. Des ombres se déplaçaient rapidement à l'intérieur, renversant des tiroirs, ouvrant brusquement des portes de placard, arrachant le sommier comme s'il pouvait dissimuler la vérité. Mais le lit était froid. La chambre était vide. Samuel Briggs était parti depuis longtemps. Quelques heures plus tôt, une 2e chambre louée à son nom avait fait son effet. Les regards se posaient sur la mauvaise porte. À des kilomètres de là, sous les poutres grinçantes d'une vieille église baptiste, Briggs gisait sur un lit de camp au sous-sol, gardé par 3 hommes qui avaient autrefois partagé des tranchées avec lui, chacun maintenant armé et vigilant dans les recoins sombres, comme des sentinelles revenues d'exil. Le soleil se levait derrière un fin voile de nuages, projetant de longues ombres sur les marches du palais de justice. Les manifestants se rassemblèrent avec des pancartes en carton et des chants rauques, le nom de Darius Kelton, résonnant sur les colonnes de pierre et les vitres du tribunal. Les journalistes s'alignèrent le long des allées, tendant le cou pour apercevoir l'homme devenu le moteur silencieux de cette explosion de vérité. Samuel Briggs arriva par une entrée latérale, la veste zippée jusqu'au col, scrutant la foule du regard non pas à la recherche de caméras, mais de menaces. Il avançait avec le calme d'un homme qui s'était déjà préparé au pire. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Chaque siège était occupé, chaque couloir encombré d'observateurs. Le banc du juge se dressait solennellement sous le sceau de l'État, mais tous les regards se tournèrent vers Briggs lorsqu'il témoigna, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que témoin. Le poids de ce qu'il portait semblait s'abattre sur ses épaules comme une armure. Sa voix, ferme et résolue, démêla les couches qui avaient étouffé la vérité. Il parle de Lionel Carr,
de la façon dont cet homme avait été contraint de falsifier un témoignage sous peine d'emprisonnement, de la façon dont une clé USB sortie clandestinement d'un hôpital était devenue la bouée de sauvetage d'un jeune accusé à tort. Il expliqua comment les preuves avaient été enterrées sous les lourdeurs administratives et l'intimidation judiciaire. Des noms furent prononcés à voix haute dans cette salle, des noms qui n'avaient pas été prononcés depuis des années, des noms liés à la corruption, à la manipulation et au silence. Lorsque Nolan Graves se leva pour protester, la voix tendue par la tension de la perte de contrôle, Briggs ne broncha pas. Son regard se fixa sur le procureur avec la précision froide du souvenir. Il rappela à Graves une époque depuis longtemps enfouie, Fallujah, un tribunal, des photographies truquées utilisées pour enterrer la vérité, comme on l'avait tenté ici. La salle d'audience sombra dans un silence si profond qu'il semblait vivant. Le juge, figé, son marteau oublié. Un juré essuya ses larmes tandis qu'un autre s'agitait sur son siège, comme aux prises avec la révélation que la justice avait non seulement échoué, mais avait été instrumentalisée. Dehors, les chants s'intensifiaient comme si la population sentait la balance pencher. Quant à Samuel Briggs, il disparut aussi vite qu'il était apparu. Certains racontèrent qu'il avait été aperçu à Détroit, enseignant le droit constitutionnel sous un nom d'emprunt. D'autres murmurèrent qu'un homme correspondant à sa description aidait les vétérans du Montana. Mais aucune trace ne fut confirmée. Seule subsistait une plaque de bronze, placée dans un parc paisible, en face du palais de justice où tout s'était déroulé. Les visiteurs s'arrêtaient souvent pour lire l'inscription, passant leurs doigts sur les lettres gravées. On pouvait y lire simplement, pour ceux qui ont dit la vérité quand le silence était plus sûr.